Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, enfin live sur Twitch, vous le savez désormais. Donc là, je vais revenir, puisque oui, je suis seul entre Polydomso qui a affaire ce soir et Rusty B qui est dans l'avion qui vous prépare un petit reportage pas piqué des hannetons. D'ailleurs, si vous avez vu celui sur la préparation de Cyril Gane juste avant UFC 265, bah n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou en commentaire. Franchement, on a trouvé avec Ben, avec Polydomso, que c'était vraiment son meilleur. Yo le JBI, bonjour, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai tant bien que mal, bien évidemment. Donc là, on va vraiment faire, finalement, le point sur cette UFC 265. Avec Polydomso, on a parlé du main event, donc à savoir la victoire de Cyril Gane sur Derrick Lewis. Là, on va voir en détail les combats qui ont marqué, mais aussi les principaux agitateurs de cette main card. Mais avant, petit point au niveau des stats. Donc c'est Dana White qui a fait le point, comme à chaque fin d'événement numéroté, de pay-per-view numéroté, sur ce qui s'est passé. Oui, magnifique, oui, on nous signale Masterclass t-shirt My Protein, My Sweet Protein, vous savez, moins 38% sur tout My Protein, avec le code LASSURE. Et oui, une masterpiece de Rusty B. Alors, au niveau du reportage, donc au niveau de la billetterie, 3,4 millions en tout, il y avait plus de 16 000 spectateurs qui étaient présents au Toyota Center. Ce n'est pas le record de l'UFC pour un événement au Toyota Center. Le record appartient à l'événement où il y avait Tony Ferguson et le combat Michael Chandler contre Charles Oliveira, donc qui date d'il n'y a pas si longtemps. Bien évidemment, au niveau des performances, donc Fight of the Night, on va en parler tout à l'heure, Bobby Green contre Rafael Fiziev. Performance of the Night, on a Jessica Penne qui a réussi à soumettre Karolina Kowalkiewicz, qui là va lentement mais sûrement vers la sortie. 5 défaites consécutives. Elle avait commencé en étant à 10-0 à l'UFC, défaite face à Joanna Jedrzejczyk, et là elle est à 12-7. Très compliqué, vraiment très très compliqué pour elle, donc je pense vraiment que ça risque de partir pour elle. Et enfin, Miles Jones avec un superbe enchaînement qui lui a valu un KO de l'espace. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Cyril a obtenu son bonus lui aussi de performance de la soirée, après qu'un journaliste ait interpellé Dana White pendant la conférence de presse. On m'a dit, qu'est-ce qui se passe pour Cyril? Et Dana White fait, ok ouais, on va lui mettre aussi le bonus de performance de la soirée. On lance le générique, et puis on va aller crescendo au fil des combats de cette UFC 265. Let's go, tout simplement. Allez, on va se lancer le générique normal. C'est parti. Et on est reparti. Alors on a déjà quelques questions. Oui, Rusty B était bien présent, il était dans les vestiaires en backstage. Donc là il est de retour, il revient j'allais dire de Las Vegas, mais non, de Houston pour revenir à Paris. Question aussi d'Azerty. Salut le G, vous allez parler du retour de Badr Hari, de la folle carte du Glory 78. Glory 78, ça revient début septembre. On a encore la chance d'être partenaire avec l'organisation. On vous prépare de très très belles choses. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce qu'on vous prépare là-dessus. Ça devrait commencer à arriver d'ici le courant de la semaine prochaine. Donc, quand je dis courant de la semaine prochaine, c'est tout simplement demain, lundi. Donc voilà, on va pas mal travailler là-dessus. Donc on va commencer, les gars, avec le combat de la soirée, tout simplement, entre Rafael Fiziev et Bobby Green. Rafael Fiziev, grosse hype dans cette catégorie lightweight, monté crescendo, KO sur Brandon Moreno, Brandon Moreno, oh là, pardonnez, sur Moicano, oh là là, Renato Moicano, Brandon Moreno, sur Renato Moicano, qui là a vraiment éveillé les esprits, on va dire, du plus grand public, et aujourd'hui, 4 victoires consécutives pour lui, 4e plus longue série de victoires de la division. Au cours du combat, ce qui était complètement dingue, c'est que Bobby Green, respect éternel à ce gars-là, mais vraiment, il a affronté tous les gars de la catégorie, et aujourd'hui encore, on a vraiment l'impression que, malgré son ancienneté, malgré son âge, j'ai presque envie de dire, il n'a jamais été aussi bon. Il a encaissé un nombre de leg kicks, mais monstrueux, il a toujours mis la pression, malgré les parpaings, littéralement, qu'envoyait Fiziev. En tout, ils ont tenté 486 frappes en 3 rounds. Enfin, monstrueux. Donc certes, il y avait vraiment, techniquement,
une énorme, on va dire, domination et supériorité de la part de Fiziev, mais Bobby Green a toujours imposé la pression, quoi qu'il encaissait énormément, mais, et c'est pas un petit mais, et là en fait je pense à mon avis moi que ça va aussi lui servir au niveau de l'expérience vraiment à Fiziev, parce que là il affronte un peu le gatekeeper ultime hein, de cette catégorie lightweight, pour la suite de sa carrière. Là il y a quelqu'un qui n'a pas reculé, et on a pu voir dans le troisième round notamment, même s'il y a eu 30-27, enfin bref, certaines décisions des juges qui laissent toujours un petit peu perplexe, il y a eu quand même une nette baisse de régime de la part de Fiziev, donc je sais pas à quoi c'est dû particulièrement, mais là pour lui ça va vraiment être, à mon sens en tout cas, un espèce de wake-up call, en tout cas je l'espère, hein, pour la suite de sa carrière, parce que ce n'était que Bobby Green, toute proportion gardée, Bobby Green qui a quand même un petit peu de difficulté à gérer sa distance dans les frappes, notamment. Ça s'est passé contre Bobby Green, mais en vue de ses ambitions à Rafael Fiziev, où clairement quand vous voyez ce qu'il apporte, c'est un contender en devenir de cette catégorie-là. Qui veut dire contender en devenir, veut dire aussi main event ou combat en 5 rounds, ça devrait être ça pourrait être très compliqué pour lui pour la suite. Moi, clairement, j'aimerais beaucoup pour Fiziev, pour la suite, soit Brad Riddle, soit Drew Dober. Parce que vous avez vu ce que Fiziev apporte, c'est la folie. Il a call out Hasbulla, vous savez, Hasbulla phénomène sur les réseaux sociaux, ça n'arrivera pas bien évidemment, rassurez-vous. Moi j'aimerais bien Drew Dober ou Brad Riddle parce que ça commence à être un nom qui vient tout juste de battre Drew Dober lors d'un combat qui était d'une violence rare là aussi, entre deux strikers qui ont absolument tout envoyé. C'était sur un pay-per-view, je crois que c'était l'événement Adesanya, donc ça devait être aussi c'était le 263 je crois, et vraiment c'était un combat, enfin je vous invite vraiment à le voir, qui montre vraiment Brad Riddle là aussi, donc ça pourrait être intéressant pour la next gen. Fiziev contre Drew Dober, ça m'intéresserait aussi parce que ça ferait un test en plus, et c'est pas deux gars qui sont vraiment sur la phase ascendante. Là aujourd'hui Drew Dober il a clairement montré ses limites, donc ça pourrait permettre à Fiziev en fait un nouveau test, en plus un striker, et ensuite s'il arrive à valider le test de Drew Dober, là on le met vraiment contre un véritable membre du top 15, et je me dis pourquoi pas Thiago Moises qui pourrait être intéressant pour lui au sein de cette catégorie. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Bah voilà, le J pour combien de subs tu spares avec Hasbulla, mais arrêtez donc ça, 1000 subs contre Hasbulla, I'm coming for you. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Oui, c'est le journaliste John Morgan, voilà, qui a évoqué les 50 Gs pour Cyril, qui il a fini par les obtenir. Donc là, on va passer directement, messieurs, à la main card avec le Chiesa contre Vicente Luque. Alors, Chiesa Vicente Luque. Donc c'était un combat que, on en avait parlé avec Poidomso, particulièrement intéressant entre le 5e et le 6e de la catégorie. Ça a été vraiment intéressant à mon sens parce que on a vu une victoire de Vicente Luque qui a dû traverser quand même une période assez difficile dans le combat, puisqu'il mettait la pression face à un Michael Chiesa qui, lui, de son côté, tout simplement était un petit peu sur le reculoir, mais il a réussi à surprendre Luque sur un 1-2, il a ouvert Luque au visage. Luque ensuite qui, vous le savez, il a vraiment de la dynamite dans les points, donc il y a un flash knockdown sur Michael Chiesa, et là Michael Chiesa qui a aussi rassuré tout le monde, et moi vraiment c'est un combattant que j'apprécie, dans le sens où là vous pouvez voir aujourd'hui que Michael Chiesa qui était lightweight auparavant, hein, c'est complètement dingue, aujourd'hui il est welterweight, mais il est quasiment middleweight, quand vous le voyez physiquement c'est un monstre, et il a réussi à mettre Vicente Luque au sol, comme ça, et ça c'est vraiment impressionnant parce que en lightweight il n'arrivait plus à faire ça, si vous voulez. Là aujourd'hui, il est dans une phase de sa carrière, et c'est là que moi vraiment ça m'impressionne, il est sonné, il est mis flash knockdown par Vicente Luque, donc là vous avez une alerte, mais alerte rouge clairement quand vous êtes à sa place, donc il faut absolument, parce qu'il n'a pas le bagage qu'a Vicente Luque en striking, il faut qu'il puisse le mettre au sol et faire parler sa lutte. Et il arrive directement à pouvoir l'amener au sol. Je pense par exemple au combat Mark Hunt contre Curtis Blaydes. Curtis Blaydes est sonné par Mark Hunt, il lui faut absolument un takedown. Ou Kevin Lee par exemple contre Edson Barbosa, après que Edson ait réussi son spinning. Et c'est là que vous voyez les très très bons lutteurs des autres en fait. Il leur faut absolument un takedown pour se donner de l'air, pour gagner du temps, et ils y parviennent. Chiesa ne pouvait pas parce que physiquement le cutting était beaucoup trop pour lui en lightweight, mais là,
en welter, il y arrive enfin, et donc là, à partir de ce moment-là, quand je l'ai vu le mettre au sol, je me suis dit, oui, exactement, c'est un vrai 170, et même, je pense qu'à l'avenir, il pourrait être crédible chez les middleweight. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il le met au sol, et là, on se dit, je pense que vous êtes tous dit ça, ok, Michael Chiesa, il a l'avantage, enfin en tout cas la supériorité en lutte, mais pas forcément en JJB, parce que Vicente Luque a un certain CV, de certaines références dedans, partenaire d'entraînement aussi de Gilbert Burns, ne l'oublions pas, et là, il a manqué, à mon sens, de QI combat de la part de Michael Chiesa. Lors de son précédent combat contre Neil Magny, il avait contrôlé, parce qu'il fallait qu'il contrôle, fallait pas tout le temps chercher la soumission, donc il commence par chercher l'étranglement, il n'arrive pas à finaliser. Ensuite, il cherche la clé de bras, il n'arrive pas non plus face à Vicente Luque, et là, ensuite, il se dit, je vais me relever. Mais il essaye de se relever si vous voulez, en ne se protégeant pas tout simplement, ou en étant peut-être trop en confiance. J'exclus pas non plus que le flash knockdown ait fait qu'il n'avait pas pleinement recouvré toutes ses capacités, et donc là, Dark-Choke qui n'a rien à envier à celle de Tony Ferguson pour Vicente Luque, qui plie l'affaire. Assez surprenant parce que, bon, elle devait être tight, mine de rien, pour que Vicente Luque Michael Chiesa tape aussi rapidement, mais c'est vrai qu'on a été assez surpris avec Polydomso et Ben que justement ça se conclut de cette manière-là pour Michael Chiesa, parce qu'il avait pas l'air d'être, à ce moment-là en tout cas, que directement le combat allait se terminer. Donc ensuite, il a directement réagi, Michael Chiesa, en expliquant que justement il s'était très bien entraîné, physiquement il se sentait très bien, il avait eu un bon camp d'entraînement et qui lui a manqué justement un petit peu de lucidité pour ce combat, et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu. Et de son côté, Vicente Luque qui a vraiment pleinement joué sa carte, et là aujourd'hui, il montre mine de rien que au sol, faut clairement pas lui laisser d'espace, que en lutte, Michael Chiesa a quand même montré sa supériorité, même s'il a manqué un petit peu de QI combat. Là aujourd'hui, Vicente Luque, 14-2 sur ses 16 derniers combats, 13 victoires avant la limite, il fait rigoler personne. Donc franchement, ça, je pense que c'est un petit peu léger à l'heure actuelle pour prétendre à un title shot contre Kamaru Usman. Il a toujours pas affronté Kamaru Usman, c'est ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, dans une catégorie où Kamaru est tellement dominant qu'il est obligé de retrouver les mêmes adversaires encore et encore, là on a un petit peu de sang frais, on espérait Wonderboy, qui s'est malheureusement pour lui, cassé les dents sur Gilbert Burns. Là, on a peut-être quelqu'un qui pourrait être un futur contender. En tout cas, il est vraiment sous les radars, Vicente Luque, et je vous invite à vraiment le regarder avec attention, parce que sur ces deux défaites, lors de ces derniers combats, il perd contre Leon Edwards et Wonderboy Thompson. Et Wonderboy Thompson, lors du premier round, il y a un petit moment, il avait coincé Wonderboy contre la cage, c'était un petit peu chaud. Wonderboy revenait certes de sa première défaite par KO contre Anthony Pettis, donc c'était des conditions un petit peu particulières. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un, faut vraiment pas le négliger, Vicente Luque dans cette catégorie. Pour la suite, j'aurais aimé un combat personnellement contre Gilbert Burns. Malheureusement, ils sont partenaires d'entraînement, ce sont des frères, pas biologiques comme on entend, mais je veux dire, ils sont vraiment très amis. Gilbert Burns a dit à plusieurs reprises qu'il n'affronterait jamais Vicente Luque, donc c'est un petit peu dommage pour nous et pour cette catégorie welterweight, parce que là on se trouve dans une situation où, à mon sens, petit embouteillage mine de rien. Donc vous inquiétez pas, je suis seul, je vais répondre à vos questions juste après. Donc c'est un peu dommage à mon sens pour ça, donc Vicente Luque, j'ai peur qu'il se retrouve dans une situation un petit peu d'embouteillage, à moins que, même si on a Leon Edwards, là vous risquez de me dire, soit en commentaire si vous nous regardez sur YouTube, ou soit dans le chat là, Guillaume t'abuse, un combat contre Leon Edwards pour une revanche. Parce que Leon Edwards aujourd'hui, il est certes sur 10 combats sans défaite, mais Dana White lui a dit, tu ferais peut-être mieux quand même d'être actif plutôt que d'attendre sagement ton title shot parce qu'il risque de te passer sous le nez. Et là c'est vrai qu'il y a du monde qui pousse, quand je dis il y a du monde qui pousse, Vicente Luque, mine de rien, il enchaîne. Donc, pour moi, une revanche entre les deux, ce serait pas bête. Si l'UFC en plus met clairement ça en tant que title eliminator, donc c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire l'UFC, c'est le gagnant tout simplement aura le prochain title shot. Moi, ça me dérangerait vraiment pas. Ça mettrait la lumière aussi sur deux gars qui en manquent, qui en ont cruellement besoin. Je parle bien évidemment de Leon Edwards et
de Vicente Luque, ça te permettrait de mettre un petit peu de plus de légitimité sur d'autres contenders. Parce que là, clairement, vous avez Colby Covington qui affronte Kamaru Usman en novembre prochain à l'UFC 268. Et après, je vais pas dire c'est Berezina, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, non, moi je pense que ce serait pas mal un petit peu pour apporter, pour faire avancer cette catégorie. On a Bax France qui, oui, j'ai hâte de savoir ce qu'il pense d'Ivanov Shabazian, mais il y aura certainement un podcast prévu spécifiquement. Et oui, breaking news de la sueur. Donc, Nassourdine Imavov, de retour face à Edmen Shabazian, UFC 268, là aussi le 6 novembre prochain au Madison Square Garden. La carte là, elle commence à avoir une sacrée bobine. Hein. Donc on a en main event Kamaru Usman contre Colby Covington 2. Co-main event Michael Chandler contre Justin Gaethje. Ça va être une symphonie de violence monstrueux. Vraiment ça promet vraiment ce combat là. Sean Strickland contre le revenant Luke Rockhold. Là aussi, vous avez peut-être découvert Sean Strickland lors de son combat contre Uriah Hall et sa personnalité à part. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il dit qui sont assez stupides, hein, comme rien ne me ferait plus plaisir que tuer quelqu'un dans le ring. Enfin, bon, ça, c'est pas le truc le plus intelligent à dire, mais il fait parler, il a vraiment une personnalité à part. Rust en a parlé aussi dans le podcast, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez intéressant, et puis qui est vraiment différent de ce qui se fait actuellement, on va dire, en termes de... Bah, aujourd'hui, mine de rien, dans les personnalités qui sont mises en avant par l'UFC, face à Luke Rockhold, ancien champion, qui là va faire son retour dans la catégorie middleweight, et donc Nassourdine Imavov, tout frais sorti de sa victoire par TKO contre Yana Heinisch, contre Edmen Shabazian. Je trouve que ce combat est assez intéressant parce que Shabazian, donc Nassourdine Imavov voulait un membre du top 10 UFC, il affronte Shabazian qui est retombé 11ème suite à la défaite de Uriah Hall, il était 10ème, comme Uriah Hall est descendu, bah lui il descend aussi d'un cran, donc il est 11ème, Uriah Hall 10ème. Pour les deux, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant parce que Shabazian, très bon striker, Nassourdine Imavov qui a une anglaise très 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 sérieuse, en plus en novembre, histoire de rassurer tout le monde, là vraiment il devrait avoir pleinement recouvré toutes ses capacités au niveau de sa main qui a été qui a été cassée lors du camp d'entraînement Yana Heinisch. Et de son côté Shabazian qui là, mine de rien, il avait eu 2 match-ups qui lui étaient pas du tout favorables. Là pour le coup, si vous voulez, il était invaincu en carrière. On commençait à se dire pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je pense notamment à son KO contre Brad Tavares sur un kick où là tout le monde se dit ok, là on tient peut-être le futur de la catégorie. Et il passe forcément par les tests. L'UFC, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous, en fonction bien évidemment de votre pédigré, mais ils vont vous faire monter petit à petit, et ensuite en fonction de ce que vous avez apporté de votre style, il y a des gars à battre, et ensuite on se dit est-ce que c'est réel ou non. Shabazian, il suivait un petit peu la route d'Israël Adesanya. Il battait Brad Tavares, et ensuite on lui donne qui? On lui donne Derek Brunson. Derek Brunson, lutteur, on en a parlé avec Polydomso, qui c'est vrai qu'aujourd'hui a vraiment trouvé son style, on va dire, parce que c'est vrai qu'il ne se jette plus à corps perdu, j'ai envie de dire, dans sa lutte, à tenter des takedowns à peine masqués, sans feinte, sans avoir même au préalable installé un petit peu de boxe, et donc Shabazian s'est cassé les dents littéralement sur Derek Brunson, et ensuite pour le remettre en selle, là c'est vrai que l'UFC, au niveau du ranking c'était intéressant, mais moi ce qui m'avait assez surpris, c'est que directement ils mettent Jack Hermansson. Donc quand t'as servi plus ou moins de serpillière à Derek Brunson, te mettre directement contre Jack Hermansson, c'est un petit peu compliqué niveau confiance, surtout avec un adversaire qui présente plus ou moins, on va dire, le même style. Et récemment, Kevin Holland a vécu la même chose, si vous voulez. Il perd contre contre Derek Brunson, et ensuite on lui met Marvin Vettori. Enfin, c'est lui qui a voulu le combat contre Marvin Vettori, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 2 adversaires qui présentent les mêmes forces dans les mêmes domaines, et à moins d'avoir du succès, et quand je dis du succès, un très haut degré de succès dans un combat, ça risque d'être très compliqué pour lui parce que tout simplement l'autre a des réponses que lui a des arguments que lui n'a pas dans des domaines où il lui est nettement supérieur, et je parle bien évidemment de la lutte. Donc c'est ce qui s'est passé à 2 reprises pour Kevin Holland et pour Edmen Shabazian. Et donc pour Edmen Shabazian, donc là ça va être un combat très dangereux pour lui parce que sur le papier ça peut faire de très grosses étincelles face à Nassourdine Imavov, et Nassourdine là, une belle victoire face à Yana Heinisch, la plus belle de sa carrière, s'il venait à battre Edmen Shabazian, attention, parce que là, dans la catégorie middleweight, il intégrerait le top 10, il n'y a plus que des noms pour lui. Donc vraiment, non, moi je trouve que c'est vraiment un beau combat,
Oui, et statistiquement, entièrement d'accord avec Hauer, c'était suicidaire pour Hollande. Il a tenté, j'ai envie de dire. De toute façon, au niveau du ranking, il était 9ème. Il affrontait quelqu'un qui était 5ème en la personne de Marvin Vettori. Il avait clairement rien à perdre pour ce combat-là. Hein. Il jouait les sauveurs, et en plus, c'est quelque chose qui plaît pour l'UFC. C'est vous venez de perdre votre main event. Il manque un gars. Il faut, mine de rien, remplir le calendrier ESPN. Il faut un sauveur. Et sauveur, c'est Kevin Holland. Donc il y a peut-être une défaite, mais il sauve un petit peu tout. Et il est rentré comme ça aussi à l'UFC avec son combat contre Thiago Santos. Il a perdu, mais il a fait un très beau combat contre Thiago Santos, et ensuite l'UFC a dit, bah ok, on garde ce mec-là. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu... ce sont des défaites, mais ce ne sont pas des défaites graves en termes de carrière, parce que c'est ce qui fait aussi, ce qui vous forge une image de favori du public pour la suite. Bien. Alors on va avancer, il y a pas mal de questions sur Cyril et tout ça. On avance petit à petit. Là on va passer les gars au co-main event. José Aldo, Pedro Munoz. Oh là là, duel 100% brésilien. José Aldo, mais vraiment je pense qu'à tous les fans de la première heure de José Aldo, il vous a fait plaisir. En tout cas, il m'a fait plaisir. C'était la première fois qu'il affrontait quelqu'un qui avait d'aussi solides arguments en termes de calf kick, ces fameux calf kicks que vous avez peut-être découvert lors de l'UFC 257, Conor McGregor contre Dustin Poirier. Et bah là, José Aldo a dit non, il les a checkés avec autorité, et donc il montre aussi qu'il y a une réponse à ces calf kicks, et c'est impressionnant, parce que rares sont ceux qui parviennent à les checker. Il a aussi profité de son allonge pour travailler en jab, José Aldo. Encore une fois, quand il est descendu je crois que c'était en 2019, en bantamweight, à son âge, après toute sa carrière, un certain nombre de guerres, j'avais des doutes sur son succès potentiel en bantam, et là, il montre vraiment que pour insuffler un second souffle, non, troisième, quatrième souffle à sa carrière, c'était pas une erreur de descendre chez les bantams, parce que là, sa vitesse, l'avantage en vitesse, il l'avait sur Pedro Munoz, et le physique est toujours là, et vraiment, ça paye. C'était en 3 rounds, certes, donc on n'a pas eu de deep comme on a pu avoir ces derniers temps avec José Aldo, quand il affronte des adversaires de très très haut niveau, mais il a montré qu'il avait vraiment sa place, et aujourd'hui qu'il fait partie des meilleurs bantamweight de la planète. Peut-être pas champion à mon sens, mais un des meilleurs bantamweight de la planète. Petite masterclass aussi de José Aldo, mine de rien, parce que c'est serré sur les 2 premières, mais il est un ton au-dessus. Et le troisième, gros travail en combinaison, il s'est envolé dans le 3e round tout simplement, avec 114 frappes significatives. Tenez-vous bien, il bat son record à l'UFC. Mais quand je dis à l'UFC, c'est pas en combat en 3 rounds, c'est combat 3 rounds, 5 rounds. Il avait jamais été aussi actif en termes de frappe. Mais là aussi, coup de chapeau, je tire mon chapeau à Pedro Munoz, parce que Pedro Munoz, c'est un mec, il avance tout le temps, il encaisse, mais regardez ses combats contre Frankie Edgar, sa victoire contre Cody Garbrandt, comme très très peu d'autres gars. Voilà, rares sont ceux qui présentent ce qu'a Pedro Munoz, et forcément, si vous encaissez autant de frappes significatives, c'est que vous avez un menton en adamantium, ce qu'a Pedro Munoz. Donc franchement, impressionnant aussi. Pour la suite, José Aldo veut TJ Dillashaw. Sur le papier, moi j'aimerais beaucoup voir ça entre 2 vraies légendes du sport, anciens champions, mais un peu compliqué pour José Aldo. Je dis un peu compliqué, pas sportivement, mais c'est juste que TJ Dillashaw est revenu face à Corey Sandhagen, qui était classé, je crois, numéro 3 de la catégorie, ou numéro 2 de la catégorie. Là, prochain combat pour lui, c'est le titre, et rien d'autre. Alors que José Aldo, il affrontait un adversaire qui était classé derrière lui, il est 5ème, je crois. Donc ils sont pas au même stade, quand on dit au même stade, pas de leur carrière, mais là, actuellement, en termes de ranking, c'est compliqué. Et pour moi, je réitère ce que j'avais dit dans le live qui précédait justement l'UFC 265, j'ai envie de voir ce combat contre Rob Font. Rob Font, il est numéro 3, il a un excellent jab qui passe pas la kryptonite de José Aldo, mais contre Max Holloway, on avait vu qu'il avait beaucoup de mal avec ça. Donc en cas de victoire contre Rob Font, il pourrait cocher un petit peu cette case-là. Il éliminerait aussi un contender en puissance, un des nouveaux noms de cette catégorie. Et bref, pour moi, ça le replacerait vraiment dans le jeu. Vous étiez nombreux à nous poser des questions lors du live d'avant UFC 265. Est-ce que c'est le combat de trop pour José Aldo ?
combattre trop face à quelqu'un comme Pedro Munoz, qui est pas non plus la next gen. Là, contre Rob Font, moi, ce serait intéressant parce que, en cas de victoire, vraiment, il se positionnerait comme contender ultra crédible et surtout pour un nouveau title shot. Il a déjà perdu contre Peter Yan après avoir fait 3 très beaux rounds. Ensuite, c'était très compliqué pour lui. Il s'est même fait finir par TKO avec un arbitre qui, certes, avait laissé le combat se dérouler beaucoup trop longtemps. Hein, je pense qu'on est tous d'accord. D'ailleurs, je crois qu'il n'arbitre plus à l'UFC depuis. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que, mine de rien, là, José Aldo, il est, à mon sens, à un combat, à une victoire supplémentaire de retrouver le chemin du title shot, et ce serait vraiment mérité au regard de ce qu'il a montré là. On poursuit. Gane versus Lewis. Gane versus Lewis, s'il vous plaît. Oui, calf kick, c'est au mollet. En question de Monsieur W. Calf kick, c'est au mollet. Pardonnez l'anglicisme, donc c'est au mollet. Développé, enfin popularisé en tout cas par ATT American Top Team hein, en Floride. C'est vraiment, ils sont devenus spécialistes de ça pour contrer. Bah justement, il y a les sidekicks qui peuvent permettre les sidekicks, les obliques qui peuvent permettre de contrer ces terribles armes. Vous avez pu voir notamment c'est Nassourdine Imavov qu'on a fait un très bon usage face à Phil Oz, il avait directement désamorcé ça. Cyril Gane aussi face à Jairzinho Rozenstruik qui avait désamorcé très rapidement toute tentative qu'il pouvait y avoir. Mais et donc ça c'est finalement pour prévenir du calf kick avant qu'il arrive. Mais vous pouvez aussi les checker comme José Aldo l'a fait, et ça c'est extrêmement rare. Parce que vous pouvez voir, c'était Junior Dos Santos lors de sa revanche face à Stipe Miocic. Il avait eu du succès très rapidement en calf kick, et en fait, si vous voulez, au bout de 2-3, ça y est, la jambe est anéantie tout simplement avec ses calf kicks. Donc il y a vraiment un sentiment d'urgence qui se développe chez l'adversaire. Et Junior Dos Santos, il avait du succès au début du combat là-dedans, et là c'est là que Miocic a commencé à directement accéléré, il a réussi à finir le combat je crois en 1 minute 40, enfin c'est terminé très rapidement, mais c'est vraiment quasi un game changer aujourd'hui, en tout cas ils sont vraiment très popularisés au cours de ces dernières années. On va passer maintenant donc à Gane Lewis, bien évidemment. Le main event. Donc le main event, Cyril Gane qui a petite masterclass face à Derek Lewis tout simplement. Franchement, le public américain était vraiment surpris de ce qu'a fait Cyril Gane. Il y en a pas mal qui étaient oui, il a un style qui est ennuyeux, ceci, cela. Là, il a fait une performance à la Adesanya. Vous allez attendrir la viande pendant quelques minutes, ensuite quand il faut finir, vous allez apporter les stockades finales. Et vraiment, c'était minutieusement effectué de la part de Cyril, et vraiment, moi, ce qui m'a d'autant plus impressionné, c'est qu'il n'a eu que 5 semaines. Il n'a eu que 5 semaines pour préparer ce combat-là. Mais 5 semaines où on peut voir que là, le game plan était préparé aux petits oignons. Gestion de la distance, mais magnifique. Un jab, sans doute le meilleur de la catégorie pour lui, qui a mais complètement annihilé Derek Lewis. D'ailleurs, la séquence finale commence sur un jab. C'était pas des high pokes de la part de Cyril Gane. Lui, il en a reçu. Il a même dit que sa vision était trouble tout au long du combat après 2 high pokes suivis de la part de Derek Lewis. Mais Derek Lewis, chaque fois qu'il montrait, il pointait du doigt Cyril Gane, il disait à l'arbitre, non, c'était pas ça. C'était les jabs de Cyril Gane, extrêmement précis. D'ailleurs, Cyril Gane au cours du combat, 80% de réussite. Monstrueux, hein, c'est vraiment monstrueux. Le record à l'UFC, c'est, je crois que c'est l'histoire même qui était à 74%, ce qui est aussi complètement énorme. Donc ça, c'est gros travail en jab de la part de Cyril, et aussi vraiment une parfaite connaissance du danger adverse, à savoir la droite de l'espace de Derek Lewis, où certes Derek Lewis a vraiment manqué d'arguments pour le coup dans ce combat, manqué de surprise, mine de rien, parce qu'il y avait quelques signes encourageants, vous allez le voir là dans les prochaines minutes, mais c'est vrai que Cyril Gane, il était vraiment paré à chaque fois à ses droites, aussi bien en passant en dessous des énormes crochets qu'on voyait Derek Lewis, ou alors avec tout simplement. Bon, encore faut-il avoir la discipline et la rigueur nécessaire dans un contexte qui est quand même pas facile. Vous êtes à Houston, premier combat pour le titre pour vous. À chaque fois, la main gauche était là, parée à cet énorme crochet qui pouvait arriver mine de rien à tout moment. Au total, on a quand même 112 frappes contre juste 16 pour Derek Lewis, plus grand différentiel dans l'histoire de la catégorie à l'UFC, dans un combat pour la ceinture, ce n'était jamais arrivé. 32 sur 32 en leg kick pour Cyril Gane, pareil là,
Je n'aimerais pas du tout être la jambe avant, donc la jambe gauche de Derek Lewis ce matin, parce que là, ça doit lui faire extrêmement mal. Donc ouais, gros succès en jab. On avait aussi, mine de rien, je vais pas dire quelque chose, un côté omniscient, mais pour Cyril, il y a eu que ce soit dans la défensive ou l'offensive, il était quasi parfait en tout temps, justement, même si, oui, on peut... Il y en a certains qui vont peut-être fustiger ça, mais le fait que Cyril Gane, de temps en temps, il a vraiment mordu aux feintes de Derek Lewis. Il n'hésitait pas à quasiment courir quand il y avait danger de la part de Derek Lewis, mais rendez-vous compte que c'est un mec qui a 12 KO à l'UFC, record de la catégorie. Bon, vous n'allez pas prendre de risques pour rien, et vous faire surtout enfermer contre la cage. Et c'est là où en fait moi, donc Cyril, parfait de ce côté-là, mais c'est vrai que Derek Lewis c'est assez surprenant parce que certes, de temps en temps il arrivait à faire reculer Cyril Gane, mais à partir du moment où Cyril faisait ses déplacements latéraux, il n'y avait plus personne, aucun cadrage de la part de Derek Lewis à la Paulo Costa ou Conor McGregor dans un autre style, mais à partir du moment où Cyril Gane faisait des déplacements latéraux, il n'y avait plus rien de la part de Derek Lewis. Donc c'est vraiment dommage, parce que si vous voulez, de son côté, il faisait une partie du travail, mais ensuite il n'arrivait pas à exploiter le reste. Alors qu'en plus, il avait un travail de feinte, comme j'ai dit tout à l'heure, où Cyril Gane mordait aux feintes aussi, parce que bah, évidemment, il respectait la puissance adverse. Tout ce qu'il y a en carrière, je pense que Fernand avait vraiment insisté là-dessus. Cyril, il y a quand même une... et Cyril en avait parlé, il y a quand même il y a une grosse zone de danger avec Derek Lewis. Donc forcément, quand Derek Lewis va feinter, Cyril Gane va un petit peu... Enfin, bah forcément, va répondre aux feintes de Derek Lewis. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas tout un travail qui suivait Derek Lewis pour justement, une fois que Cyril Gane avait mordu aux feintes, enfin, si Cyril Gane mordait aux feintes, de pouvoir ensuite toucher à avoir du succès. Seulement 16 frappes pour Derek Lewis, et surtout, bah, tout simplement pas de succès, parce que sur les 16 frappes, je crois qu'au niveau des frappes significatives, c'est quasiment rien. Cyril Gane pas du tout marqué à la fin du combat, c'est vraiment pour lui, c'était très tranquille de la part de Cyril. Et je pense aussi, vous aussi, peut-être en commentaire, voilà, ah bah tiens, voilà. Cyril Gane a pas le KO power, mais il fait très mal aux gens, les gens le négligent trop. Bah, je suis exactement d'accord avec Rano38. Là, je pense que les gens s'en sont vraiment rendus compte, en fait. C'est que Cyril Gane, à mon avis, là, ils ont dû se dire, putain, on était là, il met pas trop de KO, il a pas de KO power, mais ça tape quand même très très fort, Cyril Gane, en fait. Et, ok, il a pas cette puissance d'un Ngannou, cette puissance d'un Derek Lewis capable d'éteindre n'importe qui en un seul coup, mais là, vraiment, je pense que les gens ont dû se dire, sur le knockdown de Derek Lewis, ou sur le crochet, c'est même pas clean qui touche Derek Lewis. Là, les gens ont dû se dire, ok, en fait, et puis même dans le clinch, comme il a géré un gars qui faisait, peut-être, parce qu'à mon avis, il a cuté un petit peu Derek Lewis, entre 10 et 15 kilos de plus que lui, il a vraiment bougé Derek Lewis. Là, les gens ont dû se dire, ok, enfin, en plus, je pense qu'il commence à flipper maintenant, il y avait ce côté un petit peu phénomène technique, QI combat qui est off the charts. Là maintenant ils doivent se dire ok physiquement c'est quand même un sacré bestiau aussi le bonhomme. Donc là je pense qu'il y a pas mal de points d'interrogation qu'il y avait sur Cyril Gane où les gens là commencent à se dire putain ça va être très compliqué à gérer Cyril pour la suite. Au niveau puissance, bah là maintenant aussi ça risque d'être un petit peu tendu. Je sais vraiment pas ça va être curieux de voir ce qui va se passer les prochaines semaines, prochains mois. Là, sur les réseaux sociaux, on voyait, c'était un petit peu les gens qui reprochaient à Cyril, de n'avoir pris clairement aucun risque chaque fois qu'il y avait Derek Lewis qui faisait des offensives ou des exploits athlétiques. Certes, Cyril, un petit peu de temps en temps, couru comme Alexander Gustafsson l'a fait aussi, mais il l'a fait quand il y avait des énormes alertes. Et ça, c'est pas interdit dans le sport, et surtout, ça peut vous éviter de bien mauvaises surprises. Et quand je dis bien mauvaises surprises, c'est bien évidemment de vous prendre un KO. Donc il y avait quelques mots là-dessus, mais notamment de la part des Américains qui sont... c'est vrai, hein, je pense qu'ils avaient un petit peu le seum. Hein. Il y a le petit Frenchie qui arrive à Houston et qui claque quand même une performance de fou. Rendez-vous compte, la Cyril Gane, il est champion intérimaire de l'UFC. Il y a 3 ans, il commençait en MMA. Il est rentré à l'UFC en août 2019. Il y a 2 ans, il entrait à l'UFC. Et là, au cours des derniers mois, là, depuis le 27 février, il a quand même tapé Rozenstruik, Alexander Volkov, Derek Lewis. Aucun de ces combats-là n'était serré. Et maintenant, il a validé son ticket
pour le title shot face à Francis Ngannou. C'est dingue, c'est même lui, je crois qu'il a dit j'ai réussi à quelque chose de complètement fou. Ben oui, il a mis 3 ans pour quasiment finir le jeu. Alors que ça va être assez frustrant pour pas mal d'athlètes, je pense aussi, parce que c'est vrai que la plupart vont dédier toute leur vie. C'est même Khabib qui disait ça, vous devez dédier toute votre vie au sport, faire d'énormes sacrifices, parce que le talent ne suffit pas, faut énormément travailler. Cyril, bien évidemment, travaille énormément, mais il a commencé il y a 3 ans. Et aujourd'hui, il est premier français porteur d'une ceinture à l'UFC. Donc vraiment, c'est... Non, c'est complètement fou. Donc je suis en train de regarder... Oui, le journaliste, donc oui, c'est John Morgan, a quand même fait gagner les 50K à Cyril Gane. On se souvient aussi de Dana White qui avait augmenté le bonus suite à Tony Ferguson, qui avait dit allez, on passe à 75 000, et Dana White s'était exécuté. Donc vraiment, bravo aux journalistes. Oui, voilà, je suis entièrement d'accord. Courir, oui, il est entré dans la cage avec la Black Beast, il sait à quoi s'attendre, donc les mots-clés à ce sujet, c'est typiquement américain, je suis entièrement d'accord, hein, de toute façon, et il s'est imposé, et en plus, il a fini Derrick Lewis. Si vous voulez, là, c'est performance parfaite de la part de Cyril Gane, parce que parfaitement géré, parce qu'il y a le finish qui arrive, et qui est vraiment autoritaire aussi, après une semaine qui était quand même où... Derrick Lewis a essayé de le déstabiliser, lui est rentré dedans, et là il s'affirme vraiment, Cyril Gane, en tant que copatron de cette catégorie heavyweight. Donc vraiment, franchement, c'est vraiment pour pinailler qu'il va y avoir ça. Comme vous pouvez voir dans d'autres combats où il y a des performances qui sont parfaitement abouties, et il va y avoir un moment, un espèce de mème qui va être extrait de ça, et qui va faire le tour pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il y ait un prochain combat. Pour Derrick Lewis, oui, vous avez pas mal de questions. Ouais, je pense que Derrick Lewis, lentement mais sûrement, il y a quelques temps, certains en parlaient, quand Roy Nelson était parti de l'UFC, avec Derrick Lewis qui était un peu l'héritier de Roy Nelson. À mon sens, la Derrick Lewis, lentement mais sûrement, devient gatekeeper de la catégorie. 8ème défaite en carrière pour lui là, face à Cyril Gane. Clairement, il n'y a pas eu match. Il n'avait pas les arguments pour rivaliser avec Cyril Gane, alors qu'en plus, il se préparait pas pour le même adversaire, bien entendu, hein, puisqu'il se préparait pour Francis Ngannou à l'origine. Il a eu beaucoup plus de temps pour préparer ce combat-là, et moi, je l'ai trouvé vraiment, très... Enfin, il y a eu aucune surprise de la part de Derrick Lewis. C'était ce à quoi on pouvait s'attendre. Et voilà, Cyril a parfaitement géré quelqu'un qui n'a pas apporté quelque chose de différent de ce qu'il faisait d'habitude. Et face à un Cyril Gane, on en avait parlé avec Polydomso, avec Rust, qui est extrêmement intelligent, il fallait pouvoir apporter quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que là, il peut regretter ça, Derrick Lewis. Pour la suite, ça reste quand même une superstar de la catégorie. Il y a pas mal d'adversaires potentiels pour lui. Moi, j'aimerais bien le voir contre le vainqueur de Curtis Bates contre Jairzinho Rozenstruik. Si il y a la revanche contre Curtis Bates, c'est intéressant parce que Curtis Bates, avant de se prendre ce KO monumental sur un uppercut alors qu'il tentait le takedown, il tout simplement gagnait le combat, donc ça peut être intéressant. Surtout, je pense que Curtis Bates, qui était en pleine bourre à cette époque-là, a à cœur de d'effacer cette défaite. Et si c'est Jairzinho Rozenstruik, les gars, là, c'est ce genre de combat qui plaise tant aux fans, si vous voulez, où vous avez deux gars qui peuvent éteindre la lumière sur un seul coup, vous mettez ça en main event, ça peut être très très sympa aussi. Donc non, pour Derrick Lewis, moi je me fais aucun souci, mais c'est vrai que là, pour le titre, ça risque d'être assez compliqué pour lui pour réussir à se frayer un chemin pour la suite. Si on a des infos sur pay-per-view, généralement les informations elles arrivent au mieux, c'est le lundi, il y a les premières estimations qui arrivent, mais là je pense que d'ici 2 semaines, on pourrait avoir les premières informations. Alors les gars, on va prendre les questions, donc n'hésitez pas à envoyer tout ça. On avait une question oui, tout à l'heure. Le KO de Cyril Gane est sous-coté, il déstabilise ses adversaires. Oui, exactement, Mr. W, oui, complètement. Il déstabilise ses adversaires avec des jabs. Le jab, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi le meilleur de la catégorie très clairement. En plus déstabilisé, il a sonné Derrick Lewis avec ce jab aussi. Il a aveuglé Derrick Lewis avec ce jab. C'est le jab qui lui permet d'initier la phase de finish tout simplement au cours du combat. Donc non, là aujourd'hui, le jab de Cyril Gane, c'est vraiment une arme assez monstrueuse pour la catégorie.
Donc bon, franchement, et le KO de Power de Cyril Gane est sous-coté, oui, il est sous-coté. Il y avait pas mal pour ce combat-là, hein, c'était vraiment, oui, Cyril Gane, aux yeux de certains, était devenu un combattant ennuyeux. Alors qu'il avait des finishes, mais c'est vrai que sur les derniers combats, je crois que c'était Tanner Bowser. Il y a eu Tanner Bowser qui était par décision unanime, mais ensuite il y avait eu le KO contre Junior Dos Santos. Puis là, il avait enchaîné 2 victoires par décision unanime. Il avait parfaitement géré, mais il n'y avait pas eu ce KO ou cette finition face à Jairzinho, puis face à Alexander Volkov. Et face à Jairzinho surtout, c'était Dana White qui avait pas été par le biais d'un journaliste, donc c'était Kevin Aioli de Yahoo Sports, qui s'était pas montré impressionné par la performance de Cyril Gane. Et c'est ça qui avait un petit peu, je pense, hein, parce que Dana White, président de l'UFC, cristallisait un peu toutes les critiques qui pouvaient être faites à l'encontre de Cyril Gane. Mais là, je pense qu'à mon avis, vous regardez toutes les déclarations de Dana White depuis, il est ravi, va y avoir l'événement, en tout cas c'est ciblé par l'UFC à Paris. Bon, tout est oublié, j'ai envie de dire, tout est pardonné. Donc voilà, non là c'est tous les voyants sont au vert pour Cyril Gane. Une question, oui, c'était vlog, ah oui, Yoka versus Milas à Roland Garros. Ah, bah pourquoi pas, faut qu'on regarde le calendrier avec les gars, mais ce serait intéressant, franchement, un combat de boxe d'envergure mineur, je crois qu'il défend son titre IBU Tony Yoka contre un adversaire qui devait déjà affronter pour gagner cette ceinture européenne, dans un écrin somme toute magnifique. Je regrette juste peut-être j'aurais aimé un nombre peut-être un petit peu plus clinquant que Peter Milas, mais bon, là où il affronte à Roland Garros, faut juste voir en fonction de notre disponibilité, mais nous en tout cas on serait vraiment intéressant parce que Tony Yoka c'est un vrai nom de la boxe, il a des très grosses ambitions et moi j'aime beaucoup si vous voulez, les gens n'en ont pas l'habitude, mais quelqu'un qui affiche clairement ses ambitions en tant que sportif français qui dit moi je vise le titre mondial. Et là pour Tony Yoka, qui a joué une malchance aussi, parce que bon, il y a eu ces 3 no-shows qui l'ont un petit peu handicapé. Ensuite, il y a eu le Covid qui l'a un petit peu stoppé aussi, après sa victoire contre Johan Duopa. Là, j'ai vraiment envie qu'il accélère et que fin 2022, il puisse avoir sa chance à un titre mondial. Là, je crois qu'il est membre du top 15. Donc ça se rapproche, on s'en rapproche lentement mais sûrement, avoir un petit nom d'ici là, et puis pourquoi pas, j'aimerais bien un gros combat en Angleterre, bah là ça va pas être possible justement pour son prochain combat, mais ça aurait été pas mal je pense, un petit co-main event sur la carte Joshua contre Usyk. Enfin c'est vraiment, non là j'ai vraiment envie que Yoka il accélère, et puis qu'on puisse voir quoi tout simplement si là il va qu'il se frotte au meilleur de la catégorie, tout simplement. Alors, on poursuit avec les questions. Alors, tu en as peut-être déjà parlé, mais au cas où, quels étaient vos pronos pour hier soir? Est-ce que vous êtes bons? Ouais, non, on a vraiment été pas mauvais, je crois, sur les pronostics. Alors, je vais reprendre la carte complète. Donc, au niveau de la main card, hein, bien évidemment, on va pas faire toute la carte, mais donc Polydomso et moi-même, puisqu'on avait fait les pronostics tous les deux. Donc il y avait Song Diago, donc Casey Kenny. Je crois que là, Polydomso avait dit Casey Kenny, j'avais dit Song Diago. Teixeira Torres, Angela Hill, on était tous les deux vers Teixeira Torres, donc elle a gagné. Vincent Luque, Michael Chiesa. Moi je voyais Michael Chiesa et Polydomso voyait Vincent Luque. Et donc c'est Vicente Luque qui s'est imposé. Bantamweight, donc José Aldo contre Pedro Munoz. Je voyais José Aldo, il voyait Pedro Munoz, et Cyril Gane avec Lewis, on voyait tous les deux Cyril Gane. Donc on sait je trouve, hein, à mon sens, on s'est pas mal débrouillé sur cette carte-là. Donc voilà. Comment est la cote de popularité de Cyril Gane international? Bah là c'est en train d'exploser pour Cyril. Là mine de rien, c'était son premier pay-per-view numéroté, c'est arrivé vite dans sa carrière. Donc mais là il s'établit vraiment en tant que contender. Si vous avez vu les Embedded, le Countdown, l'UFC misait énormément sur lui. Ce potentiel de premier événement UFC à Paris fait pas mal saliver les Américains. Donc non, franchement, pour lui, c'est de très très bon augure pour la suite. Il est pas au niveau d'un Derrick Lewis encore, pas encore au niveau des superstars, mais il était à 162 000, je crois, abonnés sur Instagram avant son combat contre Derrick Lewis. Quand je dis avant, c'était le samedi après-midi, et là il est à 212 000 ou quelque chose comme ça, ou 220 000, attendez, je vais regarder. Donc il y a une traction, il y a une véritable traction. L'image, Fernand Lopez et Benjamin Sarfati, ces deux coachs qui étaient hyper émus, enfin vraiment moi,
ça m'a touché. Rust aussi était hyper touché. C'est de belles images parce qu'on voit que ce sont des émotions sincères, des mecs qui ont donné énormément pour leur athlète. Donc ça aussi, ça, si vous voulez, nous, on les connaît personnellement et vous aussi, je pense que ce soit par le biais des médias, des interviews, les gens qui ne connaissaient pas cette équipe MMA Factory, je pense qu'ils ont aussi été touchés par ce qui s'est passé, parce que c'est beau aussi, Cyril Gane qui va donner ensuite la ceinture à Fernand, en mode bah c'est pour mon coach, parce que mine de rien, il accompagne Cyril depuis le début de sa carrière, c'est de très beaux moments, et donc tous ceux qui ne connaissaient pas Cyril, bah mine de rien, à mon avis, ont été un peu conquis par ça, et puis par Fernand Lopez, où là, ils se disent aussi, bah c'est quand même beau pour ce mec-là, qui a enfin une ceinture UFC. Donc c'est vrai que c'était un beau moment aussi de ce côté-là, où il y avait vraiment un moment de communion entre toute l'équipe. Donc Cyril Gane, oui, parce qu'on était sur les réseaux sociaux. Ouais, 235 000, là, abonnés sur les réseaux sociaux, donc ça a vraiment, vraiment monté pour lui. Alors je vais prendre quelques questions. Il y était Rusty, yes, yes sir, Rusty y était, Rusty B y était, donc ouais, vraiment il vous prépare de très belles choses, Rust. Donc je vais répondre à Awire fidèle parmi les fidèles, et merci Awire pour tout ce que tu fais dans le chat, justement, ce travail de l'ombre. Pas d'event UFC cette semaine, on aura quand même nos petites live Guillaume, oui, demain je vous donne rendez-vous à 17h30 pour un petit live sur Twitch. 17h30, soyez au rendez-vous. Preview d'un combat qui devrait arriver bientôt, donc pour la suite de l'UFC 265. Donc voilà, on va parler de tout ça. Alors, Rasta, bonjour l'équipe, petite question, avez-vous suivi Cyril Gane pour ce match avant d'en faire une vidéo immersion comme d'habitude? Sinon, grosse force à vous, la sueur. Mais même à Factory. Vous verrez. En tout cas, on travaille d'arrache-pied pour fournir quelque chose qui sera pas mal. Et un petit mot sur la médaille olympique en karaté. Bah super performance de Stephen D'Agosta, bien évidemment. On regrette juste, comme pas mal de gens, je pense, le fait que, ok, très belle médaille d'or, mais malheureusement, il ne pourra pas briller à Paris parce que la discipline sort des Jeux Olympiques. Ça, c'est le jeu des JO aussi. C'est non, bah franchement, chapeau l'artiste. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. Cocorico, ça fait énormément plaisir. Et voilà, je pense que tout le monde est ravi de ce qui s'est passé, bien évidemment. Et oui, une honte vraiment, oui, par rapport aux disciplines sportives, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ouais, c'est les JO, si vous voulez. Il y a des disciplines qui doivent entrer, d'autres qui doivent sortir. Là, le MMA doit rentrer normalement. On croise les doigts pour les JO 2028 à Los Angeles. Ça veut dire que des disciplines vont en sortir. Et là, je pense que vous, dans le chat, comme moi, bah, on est content que le MMA arrive aux Jeux Olympiques, mais malheureusement, il y a un des sports qui va devoir sortir. Donc c'est un petit peu ça je connais pas du tout, là, je suis pas du tout suffisamment informé sur le sujet, c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour en parler, mais comme j'ai bien évidemment pas toutes les informations à ce sujet, mais voilà, il y a des sports qui entrent, des sports qui sortent. Là, il y a par exemple les premières du skate. Moi, je suis pas du tout dans cette mouvance-là. Il y avait pas mal de gens qui s'étonnaient de voir des jeunes qui avaient à peu près 14 ans qui étaient médaillés. Mais si vous êtes peut-être fan de skateboard, c'était peut-être une très bonne nouvelle pour vous aussi. Donc voilà, c'est ça aussi, ça dépend des sensibilités, des sports que chacun pratique. Donc c'est assez compliqué en fait ce sujet-là, tout simplement. Mais c'est vrai que pour D'Acosta, c'est assez dommage. Médaille d'or, on aurait bien aimé le voir, je pense, le voir à Paris au JO 2024. Voilà, qui arrive dans 3 ans. Maintenant. Bah voilà. Les gars, merci à tous pour votre fidélité. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de passer un petit peu de temps avec vous pour parler un petit peu plus en détail de l'UFC 265. On se retrouve très très vite pour parler de la suite parce que bien évidemment, il y a d'autres choses qui vont se passer très très vite parce que, en tout cas, au niveau de l'UFC 265, là c'est terminé, mais il y a le Glory qui arrive, il y a d'autres événements. Il y a aussi de la boxe anglaise, bien évidemment. Donc voilà, on arrive très prochainement. La sueur, ça suit son cours. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On a préparé un très gros concours sur la vidéo récap et réaction. Ça se passe dans l'espace commentaire de la vidéo récap et réaction, donc je vous invite à aller la voir. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, que ce soit iTunes,
Les 5 étoiles font toujours plaisir. On est aussi sur Spotify, sur Google Podcast et j'en passe. Et puis si vous êtes sur Twitch, n'oubliez pas, la Twitcherie n'est jamais finie. On est très content en tout cas du retour qu'on a sur nos premières expériences sur Twitch. Merci à vous. On se quitte sur le générique. À très très vite et merci de votre fidélité parce que grâce à vous, on avance et puis on arrive à faire des choses qui sont assez intéressantes. Allez, see ya. Yeah.